Gabriel, explique-nous comment on fait pour vendre un bien rapidement. Ah, j'aime beaucoup ta question parce que le mot rapidement est vraiment intéressant dans ce que tu poses. Puis souvent les gens ont tendance à penser que rapidement ça veut dire pas au bon prix, mais bien au contraire, les chiffres montrent que la meilleure fenêtre de vente pour aller maximiser le prix de vente d'un bien, c'est souvent dans les 2 premières semaines. Parce que plus le bien dort sur le marché, plus les gens perdent de l'intérêt. Puis il y a toujours la question de « Ah, mais pourquoi ça fait longtemps qu'il est sur le marché ?» Ce qui fait que derrière, l'intérêt a tendance à baisser, puis le prix ultimement a tendance à baisser. Hier, je faisais une analyse avec un ami qui veut s'acheter un condo dans Griffintown. Puis ce qu'on a constaté, c'est que les condos qui étaient listés au bon prix se vendaient immédiatement, en général, au-dessus ou à la valeur demandée, alors que les condos qui étaient plus listés trop cher au début avaient tendance à dormir sur le marché, puis après à voir leur prix baisser. Donc, comment vendre rapidement un bien? Intrinsèquement, ultimement, ce que ça sous-entend aussi, même si c'est un peu contre-intuitif, c'est comment le vendre le plus cher possible. Et ça amène finalement au premier point qui est de dire, si tu veux vendre un bien rapidement, bah, il faut que tu le mettes au bon prix. Et le bon prix, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut soit vouloir dire, puis moi je le fais, puis je trouve ça hyper efficace, c'est de le lister un peu en dessous de ce qu'il vaut. Ça crée un effet d'urgence, ça crée un effet d'entraînement, ça crée un effet de surenchère, ce qui permet d'aller chercher plus, ou bien de le lister au juste prix. Par contre, ce qu'il faut vraiment pas faire, c'est le lister au-dessus de ce qu'il vaut, de le lister trop cher, parce que ce que ça va faire, c'est que ça va refroidir carrément des gens. Il est préférable de le mettre au prix ou légèrement en dessous pour attirer plein de gens, pour que derrière ça parte en surenchère, que de le mettre trop haut, parce que ce serait l'équivalent de mettre un filtre pour éliminer des gens. J'ai souvenir, moi, mon duplex, je l'ai acheté à 517 000, mon premier lot de bâtiment au Québec. Puis il était affiché à 485 000. Puis mais avec ma femme, on était certain que c'était le bon bien, exact, très bien situé, un très gros potentiel. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bidé au-dessus. Justement, on s'est laissé entraîner par la vague de surenchère. 4 ans plus tard, c'est clair qu'on le regrette, mais vraiment pas du tout, bien au contraire, c'est l'une de mes meilleures opérations. Mais l'idée, c'était de dire que le courtier qui l'a vendu avait vraiment une belle stratégie qui consistait à le mettre légèrement en dessous de ce qu'il vaut pour justement créer cet effet d'urgence, ce sentiment d'urgence. En anglais, on parle de FOMO, de Fear of Missing Out. Donc, la peur de manquer une belle opportunité qui fait que derrière, c'est parti plus haut et qu'on l'a acheté un peu plus cher. Donc, première technique pour vraiment réussir à vendre rapidement un bien, c'est de bien le lister au bon prix. Puis, si vous voulez un peu de l'aide sur comment le faire, je vous invite à regarder sur la plateforme qui s'appelle Upkey.io. C'est une plateforme que j'ai créée où est-ce que justement on donne des statistiques de marché qui vous aidera à aller chercher à bien pricer, à bien définir le prix auquel vous pouvez vendre ce bien-là. Deuxième élément, si vous voulez vraiment réussir à vendre rapidement un bien, bah, c'est d'avoir toute la documentation. Ce que vous ne voulez pas, c'est commencer à avoir des offres qui sont pleines de conditions parce qu'il vous manque des documents. Et quand on parle de documents, notamment ici au Québec, on va parler de la déclaration du vendeur, assurez-vous de la remplir. On va parler du certificat de localisation, si vous savez aller le chercher avant d'entrer dans la phase de vente, allez le chercher. On va parler de tout ce qui est beau, si vous vendez du locatif, donc les baux en cours, les loyers en cours, allez les chercher si vous êtes dans le locatif. Toute la documentation doit être complète. Ce que ça va permettre de faire, c'est que ça va permettre d'avoir moins de questions, ou bien moins d'hésitation, ou bien moins de conditions dans les offres que vous allez recevoir. J'ai le souvenir d'un ami à moi que j'ai aidé à acheter une maison sur la rive sud. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la rive sud, Brossard, il y a souvent les questions de pyrite. Et dans ce cas-là, on parle d'indice de pyrite, donc IPP quelque chose. Bah, c'est une question qui revient souvent de la part des courtiers qui accompagnent des acheteurs sur la rive sud. Alors, la bonne chose à faire, c'est d'aller chercher le test tout de suite, le payer soi-même, l'avoir, l'associer directement au listing. Comme ça, la personne qui veut faire une offre dessus, elle a directement ce document-là et ça fait une condition en moins. Ça fait une raison de moins qu'il peut utiliser pour sortir de la vente. Donc, avoir tous ces éléments à l'avance, tout ce que ça va permettre de faire, c'est vraiment de venir réduire la quantité de friction qu'il va y avoir dans la transaction et donc permettre de vendre rapidement. Troisième stratégie pour vraiment vendre rapidement, c'est, encore une fois, ça va dans la même logique qui consiste à dire qu'on veut enlever toutes les interrogations, les frictions possibles dans la transaction, c'est de faire des rénovations, puis faire les rénovations qui sont nécessaires. Et effectivement, ça peut être un budget. Donc, ce que je conseille souvent de faire aux vendeurs, c'est, si vous n'êtes pas prêt à faire des rénovations, au moins dès le départ, faites une inspection pré-vente. Pourquoi? Parce qu'au moins, vous êtes en mesure de l'attacher directement au listing. Et tous les gens qui vont vouloir acheter ce bâtiment-là, ils auront l'inspection qui est récente. Donc, ils ne pourront plus dire, par exemple,
bah on n'achète pas parce qu'on ne savait pas ceci qu'on a découvert lors de l'inspection. Ils vont sans doute refaire une inspection, c'est d'ailleurs ce qui est conseillé, ils vont sans doute refaire leur propre inspection, mais au moins ils ne pourront pas vous dire, par exemple, essayer de renégocier le prix à la baisse après leur inspection en disant « Et je ne savais pas qu'il y avait de la brique à refaire. Mon coco, je te l'ai mis up front quand je t'ai donné le listing, je t'ai dit que l'inspection qui a été faite par un inspecteur certifié disait qu'il y avait de la brique à refaire. Donc, tu m'as fait une offre d'achat en tenant compte de cet élément-là. Ne reviens pas après ton inspection me dire que tu veux baisser le prix. Je te l'avais dit dès le départ. » Ce que ça va faire, c'est que ça va vous permettre aussi de protéger le prix et donc les offres qui vont vous être faites lorsque vous allez pousser le listing, bah, en ayant fait toute cette inspection-là, ce travail de rénovation si possible, c'est que vous allez venir protéger ce prix-là. Et vous allez venir couper l'herbe sous les pieds des acheteurs en leur enlevant la possibilité de renégocier le prix d'achat après leur inspection parce que dès le départ, vous leur avez donné un document qui leur dit « Voici les défauts de mon bien ». Et ça vous protège aussi parce que si c'est un défaut qui n'a pas été vu par vous, qui n'a pas été vu par un inspecteur, les acheteurs pourront pas venir vous voir 2 ans plus tard en vous disant vous ne m'avez pas déclaré tel problème, c'est un vice caché, vous le saviez pas, peu importe. Ils pourront pas le faire parce que premièrement, vous avez fait remplir une déclaration de vendeur. Deuxièmement, vous avez fait une inspection. Troisièmement, ils ont fait une visite. Et quatrièmement, ils ont fait leur propre inspection. Donc, c'est vraiment pour venir éviter des conflits potentiels dans le futur que vous venez vraiment leur couper l'herbe sur les pieds en mettant directement ce document-là en avant, ce qui va vraiment venir vous protéger vous aussi et va venir sécuriser le prix que l'offre que vous allez accepter dans les phases préliminaires, dans les phases early du processus de vente. Donc, vraiment, faire une inspection pré-vente, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant à ce niveau-là et aussi, si requis, carrément faire les rénovations requises pour ne pas donner la possibilité à l'acheteur de venir renégocier sur ces prix-là. Quatrième technique, simplement utiliser les services d'un courtier. Puis, je vous entends, il y a plein de sites qui vous permettent de vendre par vous-même et vous pouvez le faire. Vous allez sans doute sauver la commission. Mais la question que je vais vous poser, c'est la commission étant souvent, on va dire, de 4-5%. Est-ce que vous préférez 95% d'un million ou 100% de 900 000? Parce que l'avantage avec un courtier, ce que vous allez réussir à faire, c'est d'abord, vous allez avoir plus de visibilité. Donc, le fait d'utiliser un courtier vous permet de toucher un plus grand réseau d'acheteurs potentiels. Vous allez aussi pouvoir avoir quelqu'un qui va gérer la transaction, que ce soit à travers la négociation. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir un intermédiaire entre vous, le vendeur, et les acheteurs, ou le courtier des acheteurs, ça permet un peu de dépersonnaliser la transaction, de sortir un peu les émotions du processus de décision, et donc d'aller chercher une plus grande valeur. Si votre but, bien sûr, c'est de vendre rapidement, mais aussi de vendre au bon prix, en cherchant un maximum de profit, utiliser un courtier va vous donner cette habilité-là. Ça va vous permettre vraiment de créer de la distance entre vous et les acheteurs, ce qui peut être vraiment un très bon levier pour négocier entre les différents acheteurs et aller chercher le maximum de prix. De plus, le courtier va vous donner une meilleure visibilité. Le site le plus visité quand il s'agit d'immobilier au Québec notamment, c'est Centris. Ce ne sont pas les plateformes de vente directement par le vendeur. C'est un modèle qui est très intéressant aussi. Mais c'est plus un modèle, je dirais, qui est réservé pour ceux qui ont déjà une certaine expérience, qui sont capables de gérer le légal. Puis c'est ça aussi, un courtier va pouvoir gérer toute la partie légale, s'assurer que les délais sont respectés, s'assurer que la procédure est faite d'une manière qui vous protège, mais qui protège aussi les acheteurs. J'ai vu beaucoup de transactions qui ont avorté quand elles étaient faites directement entre l'acheteur et le vendeur parce que justement, tout ce mécanisme de procédure n'était pas bien respecté. Alors, autant qu'on faire se peut, à moins que vous soyez vraiment un investisseur avec beaucoup d'expérience, je vous encourage à vraiment faire une transaction avec un courtier immobilier. Si vous souhaitez vendre votre bien, je vous invite à prendre contact avec mon équipe. Je mettrai un lien dans la description. On se chargera de vendre la propriété pour vous et d'aller maximiser votre profit. 5e point, puis là on rentre vraiment dans la stratégie de mise en vente. Ce sont des petits détails, mais ça fait toute la différence. Surtout en fonction, si vous êtes sur un bien résidentiel et que vous visez une famille qui va habiter dans le bien, ça peut vraiment être intéressant de leur permettre de se projeter dans le bien en faisant ce que j'appelle du home staging, mais aussi en faisant un open house. Open house, c'est que vous décidez d'un jour où est-ce que tout le monde peut le visiter. Il y a des règles à respecter à cause de la pandémie. Mais l'intérêt notamment du open house, c'est que ça va créer un sentiment de compétition entre les acheteurs et donc de FOMO, Fear of Missing Out. Le fait que c'est naturel, c'est humain, hein. Quand on est en compétition, on veut performer, on veut gagner. Donc ça va pousser les gens un peu à aller un peu plus loin dans leurs limites pour acheter votre bien et donc potentiellement créer une surenchère et donc potentiellement vous donner accès à un plus gros magot une fois que vous aurez vendu ce bien-là. Le home staging aussi, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet aux gens de se
projeter. Il est très dur pour quelqu'un de se projeter dans une salle qui est entièrement blanche avec rien sur les murs. Par contre, si vous êtes en mesure d'habiller l'espace sans forcément l'hyper personnaliser, ça va permettre à tous les gens qui vont le visiter de se dire « Hey, c'est nice ! Ouais, ici je me vois bien, je mettrais bien ma télévision, ici je mettrais la chambre des enfants. » Ils se projettent déjà dans le bien, donc c'est comme si la vente était déjà faite. Donc c'est ce que permet de faire le home staging. On s'entend, on va pas home stager un bien qui est totalement délabré, donc ça rejoint au point précédent qui était de dire on va faire des rénovations, on va réparer ce qui est à réparer, puis là on va le home stager, faire un open house, driver un maximum de trafic en passant par un courtier, et là vous allez avoir la combinaison gagnante pour vendre un bien au maximum de sa capacité. Donc voilà, ça fait le tour de la vidéo. Deux petites choses que je vous demande de faire, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, pensez bien à vous abonner et activer les notifications pour être informé chaque fois que je produis du nouveau contenu. Smashez le bouton like et mettez-moi un commentaire, ça va permettre à ce que la vidéo soit mieux référencée sur les réseaux et toucher un maximum de personnes. Et troisièmement, je vous vois à la prochaine. Salut!